Bonjour Eva, Bonjour. merci d'avoir répondu présent à notre demande d'interview pour la plateforme vidéo des rencontres urbaines de Nancy. Veux-tu commencer par te présenter déjà? Oui, alors Yvain von Stebut. Alors à Nancy, un certain nombre de personnes m'appellent Félix. Voilà. Un pseudo qui m'a longtemps collé au front. Je suis pas né à Nancy, je suis né dans la banlieue parisienne, mais assez jeune, je suis allé à Nancy, j'ai suivi mes parents. J'ai fait mes études à Nancy, des études à l'école d'art de Nancy. Parallèlement à ça, j'ai fait des expériences urbaines et picturales un peu clandestines. Et ensuite, parallèlement à mes études qui se sont prolongées à Strasbourg, j'ai cofondé l'association Sprelab, qui était à la base un support juridique pour des activités de graffeurs, et puis plus largement toute la culture hip-hop a trouvé sa place dans ce projet, et hip-hop et plus même. Ensuite, j'ai repris des études, j'ai passé un doctorat en arts plastiques, justement après 10 années d'expérience associative pour questionner un peu ces expériences, qui étaient à la fois des expériences artistiques, mais aussi des expériences qui posaient des questions d'inscription d'une activité émergente sur le territoire de Nancy et plus. Voilà. Ensuite, parallèlement à ça, j'ai aussi une activité musicale. J'ai été intermittent du spectacle aussi pendant assez longtemps. Et aujourd'hui, j'habite à Metz. Et depuis 6 ans, je suis enseignant à l'école d'art l'ESAL, à l'École supérieure d'art de Lorraine, sur le site d'Épinal. Et je crois que j'ai fait une sorte de première présentation à peu près. Voilà. Comment s'est passé, c'est-à-dire qu'est-ce que tu gardes aujourd'hui que tu ne vis plus à Nancy? Quel est le souvenir que tu gardes de ton parcours, on va dire, de jeunesse et de jeune adulte à Nancy? Un souvenir un peu contrasté. D'abord un souvenir très très positif, parce que je dirais que Nancy, ça a été mon terrain vague d'exploration artistique, et puis aussi de construction de soi, quoi. Voilà. Alors, c'est important de préciser que ces moments d'exploration urbaine très, très joyeux et enrichissants, ils se passaient en parallèle avec des explorations parisiennes, parce que donc, je suis originaire de la banlieue parisienne, et j'ai des amis, notamment un très bon ami qui habite à Paris. Et donc fin des années 80, on allait avec ce pote dans les catacombes de Paris, on allait faire un petit peu toutes les bêtises possibles dans les couloirs du métro, ou voilà, dans l'underground parisien. Et quand je revenais à Nancy, j'avais envie de retrouver des catacombes à Nancy. Il n'y avait pas de métro, mais il y avait d'autres moyens d'explorer les réseaux ferrés. Et donc, voilà, parmi ces explorations urbaines, il y a tous les terrains vagues, toutes les friches industrielles de Nancy de l'époque, des souvenirs de soirées à peindre dans des squats, enfin ce qu'on appelait des squats, mais qui étaient des usines désaffectées. Et puis l'exploration des égouts de Nancy, ça aussi, ça a été une belle expérience, avec, enfin voilà, on pourra revenir dessus éventuellement. J'essaie donc aussi, moi je suis originaire d'une famille de la classe moyenne, j'ai jamais eu de soucis financiers, voilà, mais j'étais, c'est vrai, assez jeune, attiré par le hip-hop, et notamment par sa dimension politique, ou comme un reflet de la sensibilité et du quotidien de certaines populations, donc africaines-américaines en l'occurrence, marginalisées, et qui trouvaient un moyen de se faire entendre par ce hip-hop.
Donc ça m'a très tôt touché. M'étant mis au graffiti, presque dans les mois qui ont suivi, j'ai commencé à faire des ateliers graphes dans un quartier de la banlieue ancienne, donc à Laxou, à la Cité des Provinces. Et donc ces années de jeune adulte, c'est aussi une initiation à la banlieue, d'autres sensibilités, d'autres cultures qui m'ont beaucoup nourri. Ensuite, Sprelab, ça a été un moyen d'entrer dans la vie active à mon rythme, et je pense que mes camarades qui ont suivi ont trouvé aussi cette possibilité à la fois de commencer à essayer d'expérimenter les choses d'un point de vue professionnel, d'essayer de s'affirmer professionnellement, sans avoir la pression qu'on aurait si on était peut-être un peu balancé comme ça sur le marché du travail. Donc tout ça a été vraiment génial jusqu'en 2004, date à laquelle il y a eu des changements politiques, il y a eu la fin des emplois jeunes. On a eu la chance d'avoir quelques emplois jeunes dans la structure, donc on a embauché, c'était une petite entreprise culturelle. Donc il y a eu, on va dire, un peu un coup d'arrêt dans cette dynamique. Tout le monde a dû un petit peu se repositionner. Et en fait, 2004, c'est le moment où je commence ma thèse. Et je me dis, parce que je n'avais pas de financement, je me dis, je vais aller voir la ville de Nancy, ils nous connaissent bien, ils nous ont soutenus. Je vais leur proposer de cofinancer ou de financer cette thèse parce que ça allait être un travail qui allait permettre de réfléchir sur des choix culturels et socioculturels et urbains, puisque j'ai décidé de travailler sur le quartier du Haut-du-Lièvre qui commençait sa phase de réhabilitation, de rénovation. Et puis, il n'y a pas eu du tout de soutien. Bon, voilà, j'ai trouvé un peu d'argent ailleurs pour réussir à faire cette thèse. Cette thèse qui a été aussi un grand moment humain et de réflexion, bien sûr. Je connaissais déjà bien le quartier du Haut-du-Lièvre, mais je me suis replongé et j'ai vraiment fait des très très belles rencontres. Et puis cette thèse, elle est soutenue, elle est publiée, et puis rien. Et puis forcément, au bout d'un moment, et puis également ce qui se passe, c'est que tu travailles, c'était une thèse longue, tu travailles 6 ans sur cette expérience localisée à Nancy et puis dans l'agglo, en faisant des comparaisons avec des choses que tu as pu faire ailleurs, et puis tu te dis, il y a peut-être un problème, de reconnaissance, et puis peut-être que nul n'est prophète en son pays, peut-être que le dicton est vraiment juste. Donc j'ai fini par quitter Nancy, avec, un sentiment entre l'amertume et le soulagement, je ne saurais pas comment dire, même si je prends toujours beaucoup de plaisir à y venir, à retrouver tous mes amis. Ma maman habite à Nancy, donc j'ai un ancrage encore très fort. Mais vraiment le sentiment que j'étais arrivé au bout de ce que je pouvais faire, proposer, et au bout de ce que je pouvais développer sur ce territoire. Si je continuais, j'allais m'essouffler, et puis peut-être qu'il faut aussi un peu changer d'horizon. Et peut-être que ce qui m'aura manqué ou ce qui m'aurait manqué à Nancy, je le trouverais ailleurs pour continuer l'aventure. Et pour revenir au début, oui. Le graffiti, il arrive comment à Nancy ? Alors, dans ta vie. Pardon ? Comment il arrive à Nancy et dans ta vie ? Oui. Parce que c'est tôt, c'est-à-dire les années 80, c'est quand même tôt pour le graffiti. Alors il arrive à la fois dans les rues de Nancy, par le pochoir. Alors c'est vrai que je ne saurais plus trop dire, parce que sans me vanter, je dirais pas que je suis le premier à avoir sorti un spray sur les murs de la ville, mais je suis dans les premiers. Donc c'est vrai que c'est un peu dur maintenant de dire, est-ce que j'ai vu des pochoirs à Nancy, ça m'a donné envie de faire des pochoirs, et puis je m'y suis mis. En tout cas, en 87, 88, il commence à y avoir des pochoirs à Nancy.
Donc ça venait davantage, je pense, d'une sensibilité rock, punk rock ou alternative qui serait intéressant de mentionner aussi. Et notamment une artiste de Nancy, Fran Volo, qui a fait beaucoup de pochoirs à cette époque et qui nous impressionnait beaucoup. Et puis il y avait aussi un autre pochoiriste qui s'appelait PH7, qui fait des images très fines. Donc voilà, donc moi je m'y suis mis alors avec des choses un peu politiques, un peu avec des petits personnages, avec des houpettes et des Doc Martens qui tapaient dans des télévisions avec des battes de baseball. Voilà, donc ça c'était les premiers, c'était Red Matraque, ça s'appelait. Et puisque j'évoque ce moment-là, donc moi à l'époque j'étais dans une sensibilité à mi-chemin entre le punk et j'étais encore un peu dans punk, Redskin, dans cette mouvance-là, et le hip-hop qui commençait aussi à arriver. Et puis le et puis très vite le pochoir ça m'allait plus, donc je suis passé au graphe plus sans pochoir, quoi. Et en même temps, tu vois que tu me dis comment ça arrive à Nancy. Donc en même temps qu'on faisait ces explorations à Nancy, enfin qu'on commençait à faire nos premiers coups de spray à Nancy, il y a eu un documentaire que je pense qui a marqué beaucoup d'esprits. Je ne sais plus le titre du documentaire, c'était sur l'université de Saint-Denis qui ouvrait un petit peu son champ d'études à la culture hip-hop. Il y avait notamment Georges Lapassade, un sociologue qui abordait ces questions, Alain Vulbeau aussi qui a écrit sur le graffiti. Et dans ce documentaire, il y avait Mode2 qui a fait une fresque à Paris 8. Si je ne me trompe pas, je crois que c'était à Paris 8. Et donc on a été vraiment subjugués par le talent de Mode2. En même temps, on partait en vacances, on prenait le train, et puis de gare en gare, on voyait des choses aussi qui étaient présentes sur le bord des voies ferrées. Et donc voilà, c'est venu comme ça, à la fois par des choses qu'on voyait, en tout cas que je voyais à Paris, ailleurs, à Berlin aussi beaucoup, et de premières expérimentations à Nancy. Voilà. Je crois qu'il y a une scène, il y a une énergie et une scène artistique un peu souterraine à Nancy, une histoire de l'underground nancéen qui est assez comment dire, qu'il faudrait écrire. En tout cas, il y a eu clairement, je considère que dans ces années 80, il y avait un bouillonnement qui était encore très sourd, mais il y avait vraiment quelque chose qui se passait à Nancy. Aussi bien en musique qu'en art visuel. Et puis il y avait les échos encore, même s'ils s'étaient arrêtés du Festival mondial du théâtre. Moi je me souviens d'avoir vu des choses incroyables dans les rues de Nancy ou voilà. Donc la sensation que Nancy est dans ces années 80 a une identité culturelle déjà artistique. J'ai toujours un peu ces mots bateaux qui me viennent à l'esprit, underground. On va trouver un meilleur mot, mais voilà. Et cette culture dont tu parles, underground alternative, comme on voudra l'appeler, son histoire, comment se passe-t-elle, comment se transmet-elle si elle n'est pas écrite, comment pouvoir en parler, comment commencer à écrire son histoire? Alors, j'ai tenté de commencer à le faire au travers de l'émission Micro-Nomade que j'ai développée dans le cadre de ma thèse. À un moment donné, je m'étais dit que j'allais interviewer différentes personnes.
J'ai envie de dire que cette histoire, on peut encore, en tout cas une partie de cette histoire, on peut l'attraper en rencontrant un certain nombre d'acteurs et d'actrices de cette scène artistique et culturelle. Pour ma part, je peux vous dire que voilà, à 17-18 ans, quand je commençais à graffer et que j'organisais aussi avec des copains de lycée et des copines de lycée des concerts au café du Bon Coin, place Pain-Levé, on avait la chance d'avoir des grands frères et des grandes sœurs qui étaient déjà, actives et actifs, principalement musicalement. Et il y avait à l'époque l'association Trace Rock. Donc il y avait une scène rock très active, très vivante à Nancy. Et cette scène rock, en fait, elle n'était pas exclusivement musicale. C'est-à-dire qu'il y avait un festival, le festival Trace Rock, et le festival Trace Rock, il y avait bien sûr la programmation, mais il y avait un lieu d'exposition. Il y avait de la peinture, il y avait de la performance, il y avait de la vidéo, c'était extrêmement riche. Donc il y avait vraiment une culture pluridisciplinaire à cette époque. Je pourrais citer des noms qui me reviennent comme ça, des gens comme Didier Gary, comme le Haus Theater Dance, qui mêlait peinture, danse-théâtre. Il y avait Franck Volo, Manu Poidneau par exemple. Manu Poidneau, il est intéressant parce qu'il développe un univers un peu de monstre qui pourrait à la fois faire penser à un héritage de Jacques Callot et puis en même temps des personnes qui zonent dans la ville la nuit, un peu éméchées. Donc il y a quelque chose de... moi j'ai cet imaginaire là qui est déjà mon imaginaire se construit aussi au travers de cette scène rock, et une scène déjà très pas locale. Il y avait des artistes locaux, il y avait les Double Nelson, Vrondol Experience, Dick Tracy et plein d'autres, les Blocos Babies. Par exemple, les Blocos Babies, c'était un groupe de hardcore au sens de rock, punk rock, hardcore. Et alors, oui, je dis un peu les choses dans le désordre, mais je pense que c'est en 89 ou en 90, ça faisait peut-être 1 an et demi ou 2 ans que je graffais. L'association Trace Rock me propose de faire une perf, de graffer en direct au festival. Je ne l'avais jamais fait. Donc j'avais pas du tout l'aisance que j'ai pu avoir après. Donc j'avais dessiné au crayon de papier toutes mes formes et je repassais à la bombe. C'était comment dire artisanal. un peu une imposture. Mais j'emploie le mot à dessein parce que j'aime bien l'idée de l'artiste imposteur ou de l'imposture en art. J'aime bien ça. Ou pour le dire autrement, c'est-à-dire que tu as le désir de faire ah oui, moi aussi je veux prendre un micro, une guitare, moi aussi je veux faire de la scène, ou ah ouais, moi aussi je veux faire des graphes, mais je sais pas le faire. Mais mon désir peut-être de briller ou d'exister par ce médium est tellement forte que j'y vais, que je dis oui, je suis graffeur, alors que je n'ai pas spécialement d'expérience. Voilà, mettre un peu la charrue avant les bœufs. Et donc ils m'ont ouvert cette possibilité. Et donc je me retrouve sur une petite scène avec tout le gratin tout le gratin. C'est surtout pas du gratin, c'est toute la mouvance, toute la scène et tout le public de rock et plus bien sûr. Et puis je fais ma perf et je me dis je vais pas faire ma perf tout seul. Je rencontre à cette époque un groupe de breakers qui répétaient devant la gare. C'était Ken Force, de Ken le survivant, et je leur propose de venir danser devant. Ils commençaient aussi un peu à rapper, il y avait la compile Rap Attitude, donc voilà, là ça situe un peu les choses, 89 je crois. Et puis ça a été une intrusion hip-hop au milieu de la scène rock de Nancy. Et puis je termine ma perf, ça se passe super bien.
le groupe Blocos Babies me dit « Ah, salut !» Bon, ils avaient 10-15 ans de plus que moi, donc c'est pour ça que je dis aussi, c'est des grands frères. Ils me disent « Est-ce que tu veux bien faire le fond de scène de notre groupe ?» Voilà, j'ai fait un fond de scène. Et donc, pour revenir à ta question, comment cette histoire se transmet, je crois que oui, c'est une tradition orale qui a été très forte et qui, je pense, continue. Et donc, voilà, pour moi, elle a été importante à ce moment-là. Et est-ce que, du coup, pour continuer dans ces années archéologiques, est-ce que la naissance de Sprelab, l'invention de Sprelab a été une manière de perpétuer ce passage de relais, ou c'était une réponse ou une manière de s'inscrire? Après coup, je pense qu'on peut dire oui. Sur le moment, je ne saurais pas trop te dire. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que Sprelab, au départ, c'était pas une association, c'était un lieu. Aujourd'hui, c'est alors je ne sais pas s'il est ouvert après Covid, là, ça a été le Caisson, c'est près de la gare, c'est un petit club, je ne sais plus comment il s'appelle aujourd'hui, il a eu plusieurs noms. En fait, l'entrée de ce lieu donne sur le quai Claude Lorrain, il me semble, donc au bord de la voie ferrée, et derrière il y a une petite ruelle qu'on a longtemps appelée la ruelle des Arts. Alors je ne sais pas si elle mérite encore ce nom, parce que c'était une ruelle qui était remplie de peintures. Alors graphes à la bombe, mais aussi beaucoup de peintures au pinceau. Et il y a eu quelques années d'explosion picturale à Nancy, mais vraiment presque expressionniste, ou vraiment au pinceau, au rouleau, au pinceau, etc. Et donc dans cette ruelle, il y avait un ancien laboratoire pharmaceutique désaffecté. Donc on a forcé une grille et on a remis une chaîne, on a mis nos bombes, c'était notre atelier clandestin. Et on a appelé Sprelab parce que c'était un laboratoire pharmaceutique, voilà, donc c'est devenu le laboratoire du spray. Et c'est seulement, je dirais, 2-3 ans après, où on a eu une commande de la médiathèque de Nancy. Donc merci à Catherine Spétial, qui peut-être travaille encore à cette médiathèque, qui m'a proposé de faire un travail, une exposition thématique sur le hip-hop, qu'on a appelé Hip-hop, Histoire d'une contre-culture, et pour laquelle il y a eu une réalisation de fresques. Il fallait, pour être payé, c'était le premier contrat, il fallait faire une facture. Pour faire une facture, il fallait une structure juridique, et donc l'association s'est montée comme ça. Et c'est logiquement appelé Sprelab. Et ensuite, alors je pense que déjà j'avais ce truc du partage, de la transmission. Donc là je reviens peut-être un peu plus à ta question. Où pour moi, la découverte de ces territoires et puis de ces pratiques était tellement puissante et tellement régénérante, et elle apportait tellement en matière d'épanouissement personnel, que je me suis dit, il faut que tout le monde graffe, quoi. Il faut que tout le monde, ou en tout cas, il faut que ça se développe. Et donc Sprelab a été quasiment instantanément à la fois un support juridique pour des artistes, pour de jeunes artistes, et à la fois un lieu, alors on n'a pas eu tout de suite d'atelier, mais et à la fois un moyen de faire des ateliers. Et très vite, voilà, j'ai parlé de la Cité des Provinces, mais très vite, Haut-du-Lièvre, Jarville, Tomblaine, donc toute la banlieue nancéenne, et puis tout le département, et puis un peu même toute la France. On a fait pas mal d'ateliers graphes en France, genre pas partout, mais et puis aussi on a commencé à faire des connexions avec des artistes, des graffeurs français, allemands également. Alors là, comme ça, de mémoire, dans la région parisienne, on a pas mal travaillé avec les P19, avec un artiste qui maintenant fait plus du tout de graffiti, ou plus trop, un réalisateur qui s'appelle Olivier Maison, avec la Trousse Cool à Toulouse, avec des gens comme Résine à Lyon, voilà, et puis plein d'autres.
peut-être qu'il faut que tu relances la question. C'était plutôt pour voir un peu, parce que tu l'as dit au tout départ, que Sprelab était un support juridique pour des activités de graffeur. Il me semblait important de voir un peu comment est né le projet, puisque ça fait 25 ans que ça existe. Et quelle a été la raison C'était un peu cette idée de son inscription dans une scène rock et dans une scène underground alternative nancéenne. Par où c'est venu mais là, tu nous parlais du reste de la France, de l'Allemagne. Quels sont les rapports que tu entretiens, que vous entretenez à ce moment-là avec l'Allemagne, par exemple? Eh ben, en écoutant ta question et en suivant le fil de la conversation, je me rends compte que je vais revenir à cette scène, à ce Strass Rock et à cette scène rock qui avait déjà ses réseaux. Il faut quand même que je dise que parallèlement au graffiti, je faisais de la musique. J'ai fait un groupe punk dans les années, qui a évolué vers la fusion et les fameux musiciens des Blocos Babies, le groupe ayant splitté, ils ont formé un groupe et puis ils m'ont appelé pour venir chanter dans leur groupe. Le groupe s'est appelé Atomic Kids. Donc dans les années 90, Atomic Kids c'était un peu un groupe important à Nancy. On a été au Printemps de Bourges, on a beaucoup tourné et on a eu la chance de tourner en Allemagne, en République tchèque, en Suisse, en Autriche, en Belgique, grâce à cette structure Strass Rock qui avait un réseau. Et alors, encore une fois, on sait bien qu'on n'est peut-être pas trop d'accord, enfin que ce mot pose problème, mais moi je l'emploie. Il y avait vraiment une scène alternative ou indépendante, très engagée politiquement et très vivante à nos frontières, que ce soit la Suisse, l'Allemagne, c'est à 2 pas d'ici. Et j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui étaient implantés dans ces réseaux. Et ces réseaux, c'était là pour le coup de vrais squats, de vrais lieux autogérés, pris de force ou négociés avec les collectivités. Donc par exemple, moi je me souviens d'un squat à Zurich qui s'appelait le Vollkraut. C'était un pâté de maison complet avec des passerelles construites entre les différentes maisons, puisque à l'origine ces maisons n'étaient pas forcément censées communiquer, peint top to bottom, vraiment, et du graffiti, mais aussi des choses très différentes. Peut-être qu'on parlera un peu plus largement street art, mais c'est vrai qu'on voyait aussi ce qui devait être peut-être déjà à l'époque des étudiants en école d'art qui venaient avec un autre bagage esthétique et culturel, et des rencontres picturales et graphiques très, très chouettes. Et aussi une sorte de fabrique urbaine. Une sorte puisque ce pâté de maison, il était vraiment un peu à la Gordon Matta Clark, j'ai envie de dire, redécoupé, remodulé. Donc c'était un laboratoire urbain. Oui, on peut encore dire quelques mots sur ce squat. Et puis il y en avait un autre à Berne. À Berne aussi, c'était incroyable. On arrive, et t'es accueilli par des punks. Vraiment par des punks, mais pas le punk, Sid Vicious, Sex Pistols, zombie, le punk très politisé, do it yourself, souvent vegan, déjà dans ces années 80, 90, début 90. C'est des lieux où ils ont une bibliothèque avec des ouvrages, anarchistes et révolutionnaires. Donc ce sont vraiment des lieux de vie, des lieux culturels. Et donc à Berne, je me souviens qu'il y avait un bisbille entre les gens, entre les punks qui habitaient, et puis peut-être, je crois, une bande qui leur cherchait un peu... Ah non, il y avait des punks qui squattaient, qui étaient d'autres punks qui squattaient dans le squat, et qui s'étaient enfermés, qui avaient mis des clous dans les portes. C'était... Et on nous accueille, on nous dit on joue ce soir, mais on espère que ça va pas péter ce soir et tout. Bon, c'est un peu folklore comme. Je pourrais vous montrer des photos de ces endroits parce que c'est
c'est des lieux d'invention architecturale et urbaine, autant que des lieux d'invention de vie, de vie communautaire. Et donc voilà, ça je pense que ça a été voilà, une chance de pouvoir très vite me connecter. Je devais avoir même à peine 20 piges, d'être balancé dans ce monde culturel très engagé et en même temps très, très créatif. Forcément, en créant ce prélab en 1994, j'ai un peu ce background. Ça fait, voilà, tu parlais d'archéologie, je dirais que c'était presque déjà dans mon ADN. J'avais intégré ça, ce truc do it yourself, et aussi communautaire, politique, hein, au sens de comment ces pratiques artistiques, en nous faisant du bien, elles nous apprennent aussi à partager autrement, à vivre ensemble autrement, même si ce mot est un peu galvaudé. Et oui, voilà, au moment de sa création, ce prélab a déjà quelque part, j'aimerais pouvoir réquisitionner un hangar où on aimerait pouvoir occuper un de ces bâtiments dans la banlieue de Nancy, quartier Meurthe-et-Canal. À l'époque, c'était encore très, très post-industriel. Alors, il y a aussi un autre point important, c'est il faut vraiment que je vous parle aussi de la compagnie Materia Prima. Materia Prima est son principal, une des personnalités importantes de Materia Prima, c'est Didier Manuel. On était au lycée ensemble, au lycée Chopin. Donc ensemble, on a fait un groupe de hardcore, ensemble on a organisé des concerts, ensemble on est descendu dans les égouts, dans les catacombes, et puis ensemble on a imaginé, rêvé un futur d'artiste, mais dans ce futur d'artiste, dans cette vie, plutôt une vie artistique future. Et cette vie artistique future, on la projetait bien sûr sur un territoire. À l'époque, c'était Nancy. Et voilà, on s'imaginait. Alors, on avait des noms. C'est pas forcément ceux qui me rétrospectivement que j'aurais plus envie de revendiquer. Mais c'est vrai qu'on pensait à Warhol et sa factory. Voilà, on fantasmait un peu sur un lieu artistique qui serait à la fois un lieu d'exploration, d'expérimentation, de production, et en même temps un lieu de passage, un lieu de transmission, etc. Et donc, voilà, Didier Manuel fonde la compagnie Materia Prima. Ils occupent un premier petit local rue de Nabécor à Nancy, qu'ils vont ensuite lâcher parce qu'ils sont en galère, je crois, et on va le récupérer. Ensuite, ils récupèrent un autre local rue Gabriel Mouilleron, qui va être Sprelab, qui vont lâcher et que nous, ensuite, on va venir récupérer. Donc on arrivait toujours un petit peu derrière, et puis eux, ensuite, ils ont monté aussi des sacrés projets de lieux autonomes et artistiques. Il y a eu d'abord le hangar, puis le totem, le fameux totem, et j'ai envie de dire qu'avec ce totem, on a arrivé à quelque chose d'assez proche de ce qu'on avait pu voir dans les années 80-90 en Suisse ou en Allemagne. Le fameux totem, fameux à Nancy, mais c'est quoi? C'était où? C'était qui? Pour les gens qui ne connaissent pas cette histoire et qui aimeraient bien la découvrir. Alors le totem, c'est l'espace de création et de diffusion de la compagnie Materia Prima. Alors là, c'est vrai qu'il faudrait demander à Didier Manuel en personne pour qu'il en dise plus. Mais c'est dans les anciennes brasseries de Maxéville. Donc c'est un lieu qui a vraiment un cachet, c'est une petite zone, petite zone industrielle avec des hangars, avec une ancienne fabrique avec une cheminée en briques rouges, donc voilà, le stéréotype de la vieille fabrique du 19e. Et dans ce lieu, cette compagnie, elle a créé des spectacles qui ont tourné
qui ont beaucoup tourné en Europe. Donc c'est plus une compagnie qu'on a dans un premier, enfin entre le théâtre de rue, un petit peu aussi avec un esprit un peu punk, un petit peu Furia del Baos ou oui, je crois un peu dans cet esprit. Et le Dance Theater et la danse buto au niveau des influences. Avec un questionnement autour du corps, déjà autour du queer, donc avec un festival aussi qui accompagnait, qui s'appelait Festival Corps Limite, qui était un festival international où il y a eu, comment il s'appelle, ça va me revenir, ce danseur sud-africain qui maintenant en France danseur-performeur Steve Cohen. Donc vraiment quelqu'un d'impressionnant dans sa démarche et dans jusqu'où il va avec le corps. Et donc, qu'est-ce que je pourrais dire? Comment je pourrais oui, en fait, j'ai envie de dire que Materia Prima. Donc Didier Manuel, il a fait aussi une année il avait fait un passage court à l'école d'art de Nancy. Mais voilà, c'est quelqu'un qui avait besoin de la rue, qui avait besoin aussi on a graffé ensemble, ça j'ai oublié de le dire. Sprelab, le premier lieu, le laboratoire pharmaceutique, c'est avec lui qu'on a commencé à le squatter. Donc c'est quelqu'un qui est très proche politiquement, culturellement, mais qui ensuite a été plus vers le théâtre. Un théâtre d'action, un théâtre physique, un théâtre dansé, et qui, là où on a un point commun, qui voyait sa pratique, qui ne pouvait pas dissocier sa pratique d'un lieu, d'occuper un espace au point où, moi je pense que le lieu est peut-être l'œuvre ou oui. Et ce totem était un lieu de rencontre pour tout le monde. Ce n'était pas que la maison ou le lieu de Materia Prima, c'était aussi portes ouvertes à qui voulait y aller. Oui. Alors, ça pouvait... ils ont aussi organisé un événement qui s'appelait le Cabaret Rouge, donc qui était un événement qui pouvait peut-être heurter un peu la sensibilité de certaines ou de certains. Donc, même si tout le monde était bienvenu, c'est un moment extravagant, un moment un peu libertin. Alors, j'en parle, en même temps, j'y suis jamais allé, j'ai vu que des documentaires, mais à un moment où la question du corps et puis des limites du corps était posée. Mais sinon, c'est un lieu où il y avait extrêmement convivial, où il y avait toutes sortes de formes qui étaient proposées. Je me souviens d'un spectacle de marionnettes avec Ilka Schönbein, donc aussi bien des enfants que tout public. Oui, alors le totem, c'était donc effectivement une fabrique artistique, mais aussi un lieu avec sa programmation propre et des gens qui venaient d'un peu partout. Donc je parlais d'Ilka Schönbein, donc marionnettiste, artiste plasticienne et marionnettiste, et aussi ils nous ont invités, par exemple, ils ont invité Sprelab à un moment donné à investir leur lieu, et je pense aussi que c'est vraiment chouette cet échange parce que je connecte des choses que j'avais pas peut-être connectées aussi précisément. C'est-à-dire que si après on parle graffiti, peut-être un peu plus précisément style graphique, etc., assez tôt, on a, je crois, parmi les Sprelabiens et les Sprelabiennes, eu, une volonté de s'affirmer sur un mode un petit peu destroy ou un petit peu crade, un petit peu grunge, je ne sais pas, j'ai ce mot-là qui me vient à l'esprit. Donc on avait, il y a un mot en Lorraine, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est schunt. Donc c'est schunt, c'est pourri, c'est dégueulasse, c'est... Ah, t'es choun, tu t'es pas lavé, tu t'es pas lavé aujourd'hui ou quoi. Ou t'as quelque chose dans les cheveux, là c'est choun.
Et donc nous on avait fait une petite blague, on s'était créé un sous-groupe, un groupuscule dans ce préalable qui s'appelait la Schunt Crew. Donc l'équipe des dégueulasses, des pourris. Je ne sais pas si vous avez connu les Krados quand vous étiez jeune, les petites cartes. Donc voilà, et donc au niveau lettrage, au niveau personnage, alors on faisait des personnages mal rasés, avec des difformes, avec un peu monstrueux, et pas forcément très léchés au niveau finition. Et je pense que le côté aussi très... parce que materia prima, c'est donc la matière première, c'est des gens qui ont commencé à danser, qui ont dansé nus dans la terre, sont couverts de farine, donc il y avait un contact physique avec la matière urbaine qui était vraiment direct. Et je trouve que dans le graffiti, on a ça aussi, quand on enjambe une clôture, qu'on va sur les rails, qu'on met la main sur un wagon de train ou qu'on escalade un mur, on a un côté, il y a un côté très physique dans le fait de graffer. Et moi, je trouve une danse avec la ville. Et je pense que... Donc, on avait ça déjà naturellement avec le graphe, mais le fait de côtoyer aussi materia prima, ou en tout cas d'être régulièrement en lien avec eux, et avec ce côté un peu aussi de la bricole, truc un petit peu bancal, fait de briques et de broc, ça, on se l'est un peu aussi, on se l'est un peu passé. Et alors pour revenir, on va dire, à la question du squat, en tout cas de ces modèles architecturaux dans la ville, c'est vrai que c'est un modèle qui a vraiment marqué les années 70, 80, 90, mais on a la sensation que c'est un modèle qui est en train d'arriver à une forme d'épuisement. Peut-être pas dans certaines villes, mais en Irlande, sur la majorité du territoire. Donc la question c'est, est-ce que le modèle squat est encore possible aujourd'hui? Est-ce qu'il fait encore sens aujourd'hui? Ou est-ce qu'il y a d'autres modèles qui peuvent être imaginés? Cette question, elle est compliquée. Ce qui est certain, c'est que les squats d'avant ne sont plus... En tout cas, bon, je suis plus un grand... Je ne fréquente plus autant ces lieux qu'avant, mais comme tu l'as dit, dans les années 90, on a commencé à voir émerger des politiques culturelles qui ont vu dans ces lieux des nouveaux territoires de l'art, des NTA. Je ne sais plus qui a théorisé là-dessus, mais j'ai un document à la maison. Et avec cette idée de peut-être légaliser ou arriver à un fonctionnement entre les collectivités et ces lieux autonomes. Et je pense qu'il y a des fois où ça s'est plutôt bien passé. Je pense qu'on a des exemples qui... Voilà. Je n'ai pas fait d'études approfondies là-dessus, mais j'ai pu faire des choses à main d'œuvre. Et j'ai l'impression que main d'œuvre, c'était... Alors je ne sais pas si c'est encore sur pied ou si c'est définitif. Non, c'est bon. Ça continue. Voilà, j'ai trouvé que main d'œuvre, ça gardait son sens, sa pertinence. Et en même temps, ça prenait de l'ampleur. J'ai vu alors je vous recommande un documentaire, je ne sais plus le nom de son réalisateur, mais le documentaire s'appelle Pied de biche. C'est un documentaire qui a été financé par crowdfunding, qui est sorti il y a 2-3 ans, et qui a été une vraie aventure de réalisation, et c'est vraiment magnifique. Je pense que le réalisateur en question, il va percer. Enfin, en tout cas, j'aime pas ce mot percer, en tout cas, il va faire parler de lui. Et dans Pied de biche, on est à Dijon. Et c'est les abattoirs, il me semble. C'est ce lieu qui s'appelait les abattoirs, qui a été à l'origine, je crois, donc un lieu squatté, autogéré, mais un lieu de concert qui était sur la carte des lieux où il fallait tourner en France, notamment dans les années 90. Et ils sont arrivés à développer un échange avec la ville, un partenariat avec la ville. La ville leur a dit, bon là, votre ancien lieu, c'est plus aux normes, ça c'est plus possible. On a fait des études avec toute la bonne volonté du monde.
Alors peut-être que je déforme les propos, hein, mais avec toute la bonne volonté du monde, on ne peut rien en faire. On vous propose autre chose. Ils se sont mis d'accord sur un équipement où c'est juste des murs, un bloc de béton. Et après, c'est eux qui construisaient à l'intérieur, qui redécoupaient, qui aménageaient. Et donc, quelque part, je trouve quelque chose de très intéressant parce que c'est pas ces équipements qui sortent de terre, qu'on balance comme ça et qui, forcément, n'ont pas la même âme, qui ne sont pas habités de la même manière, n'ont pas la même histoire. Mais c'est vrai que je pense que la plupart des squats, c'est une histoire qui est un peu... Je réfléchis parce que je veux surtout pas donner l'impression d'avoir le savoir sur ces choses-là. Vraiment, tout ce que je vous dis là, c'est plus des bribes de choses qui me parviennent. C'est-à-dire qu'en même temps, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a eu un moment fort dans ces années, en tout cas quand moi je l'ai vécu, fin 80, 90, peut-être un peu le début des années 2000, que ça a basculé dans les années 2000, notamment parce que les musiques actuelles sont très liées à ça, hein, parce que souvent ces squats sont aussi des lieux de concert. Et le label musique actuelle, l'émergence des SMAC, je pense qu'en tout cas en France, c'est pas étranger à cette contradiction qu'on évoque et au fait que ces lieux autogérés, ces squats n'ont pas pu se développer. Après, est-ce que la philosophie du squat, c'est pas aussi d'être un peu comme dirait Hakim Bey, une zone d'autonomie temporaire, et donc ça a une durée, c'est éphémère, on l'occupe un temps et puis on va ailleurs. C'est peut-être aussi ça il faut peut-être avoir ça à l'esprit. Mais c'est vrai que dans les années 2000, c'est plus trop là que ça se passe, j'ai l'impression. Et en même temps, je vais lancer un petit scud à certaines personnalités de l'art contemporain. Je pense par exemple à Nicolas Bourriaud, qui a clairement dit que les squats d'artistes, il a parlé des squats d'artistes, alors peut-être qu'il pensait à un squat en particulier à Paris, mais que ce n'était pas intéressant. Donc il a clairement établi une hiérarchie entre ce qui semblait être pour lui des lieux d'art dignes de ce nom ou dignes de reconnaissance, dignes d'intérêt, et des choses qui seraient un petit peu plus à la marge et des gens pas intéressants, des gens qui n'ont pas de choses à dire, ou des gens qui répètent, voilà. Et c'est très curieux de la part d'une personne qui parle d'esthétique relationnelle, qui a écrit justement sur l'esthétique relationnelle, un terme qui est, je trouve, pas inintéressant en soi, une théorie qui n'est pas inintéressante du tout, mais qui, confrontée à la pratique et aux artistes qui convoquent, me semble pas si pertinente. Pour moi, l'esthétique relationnelle, elle était dans ces squats, elle y est toujours dans ces lieux, dans ces espaces, voilà. Et c'est une esthétique qui se pose pas que qui se fonde pas que sur de l'art visuel. Tu parlais de musique, oui. Et j'aimerais au fait si on pouvait reprendre aussi, parce que tu expliques d'une certaine manière la fin des squats aussi avec le changement du paysage musical, ou pas? Changement des politiques ou démarrage de politiques culturelles, de politiques publiques culturelles qui mettent en place des dispositifs, qui mettent en place des scènes, des conventionnements et des lieux spécifiques avec des normes, avec tout un tas de contraintes. Et alors, effectivement, il y a ça, il y a cette émergence. Il y a aussi, alors, on est peut-être un peu franco-français là dans cet échange, mais on a quand même un basculement des financements en matière de culture, voilà, à partir de 2002, quoi. Un basculement, c'est-à-dire ? Bon, après, c'est vrai que il y a eu les années Lang où ça a été
une montée en puissance d'un certain nombre d'acteurs artistiques et culturels, avec peut-être aussi des abus, parce que c'est bien de pouvoir conventionner des compagnies, mais quand les compagnies sont conventionnées à vie, ou en tout cas qu'elles donnent le sentiment d'être conventionnées à vie, c'est peut-être aussi problématique. Mais en tout cas, il y a un essor, un développement de la culture dans ces années 90 incroyable. Je vous ai parlé des emplois jeunes pour ce prélab. Tout ça, ça s'inscrit dans cette même politique culturelle et sociale. J'ai pas envie de, je suis pas en train de dire que voilà que les années Mitterrand ou que Jospin sont des dieux, et que pas du tout, hein, mais voilà, on peut quand même voir. Alors peut-être qu'on s'est endetté en mettant autant d'argent. Mais si je prends depuis mon point de vue, qui est un peu à la charnière entre culture et socio-culturel, puisque j'ai eu beaucoup travaillé avec aussi des financements et dans des dispositifs socio-culturels, pour moi c'est une évidence que si on a des problèmes de sécurité qu'on a aujourd'hui, de terrorisme, de pétage de plomb dans les banlieues, etc., c'est qu'on a arrêter de financer des projets artistiques et culturels, notamment dans des quartiers sensibles. Et donc, cette baisse aussi de financement des structures, des associations, des collectifs d'artistes a fait que aussi je pense que ça a été une hémorragie. Globalement, ça a impacté beaucoup de compagnies, beaucoup de monde. Et donc, toutes ces initiatives de squat, d'occupation de lieux, même si, quelque part, ça devrait être justement un peu les derniers refuges, mais ça a été aussi compromis. Et puis aussi, je pense que, et moi-même, par exemple, quand l'autre canal est arrivé à Nancy, je me suis dit, voyons ce que ça donne, voyons voir ce que ça donne. Bon, pour moi aujourd'hui, c'est un échec. Voilà, je pourrais développer, hein, mais, ou un relatif échec, mais c'est pas un succès. Effectivement, je ne veux pas balancer juste pour le plaisir. Une sentence comme ça sur un lieu et puis pas expliquer. Mais je crois que c'est très important d'en parler. Aussi historiquement, de replacer ça dans cette histoire, parce qu'on a parlé de Thrash Rock au début de la conversation. La scène musicale à Nancy, il y a eu Thrash Rock, et puis il y avait plein d'autres associations. Il y avait Émile 13, une association d'improvisation jazz absolument incroyable. Il y avait une assoce de musique du monde, il y a une scène métal, il y avait et puis le hip-hop, et puis etc. Enfin, c'est vraiment, il y a dans les années 90, un foisonnement artistique et musical de ouf. Ces gens-là se fédèrent. Dans cette fédération, il y a Thrash Rock, il y a notamment Michel Fass, qui maintenant travaille à l'autre canal, à les comprendre. Et mais peut-être qu'il va sauver l'autre canal. Et Michel Fass, il est architecte, ancien bassiste du groupe The Missing Links, groupe punk hardcore qui a aussi tourné dans ces lieux. On a partagé la scène aussi, on a joué ensemble. Donc il a tout ce background. En plus, il est architecte. Avec le collectif Autorisation de chantier, ils prospectent dans Nancy, ils repèrent différents lieux, ils font différents projets. Ils disent on pourrait faire ça là et là, ça coûterait tant. On aménagerait ça, on garderait ça et on changerait ça. Projet proposé à la ville met en place une réflexion, et cette réflexion, elle débouche sur autorisation de chantier, c'est bien, vous nous avez ouvert les yeux sur la situation, mais maintenant, merci, on va créer un CRMA, un Centre Régional de Musique Actuelle. Il me semble que c'était ça la désignation à cette époque, donc voilà un bel acronyme qui nous tombe du ciel. Et j'ai souvenir d'un conseil municipal à la mairie où il y avait eu un article dans la presse. Michel Fass disait qu'il ne comprenait pas, que la mairie récupérait. Et j'ai souvenir d'André Rossino qui le défonce en conseil municipal. Et je me suis dit, ok, c'est ça être démocrate. Donc là, ça m'a vraiment fait de la peine pour Michel et puis pour notre ville, quoi. Donc c'est peut-être aussi des petits moments importants. Et ensuite, donc voilà, la ville reprend le bébé.
Mais elle fait une concertation, elle fait intervenir des gens qui viennent voir un peu tous les acteurs. Donc on se dit, peut-être que ce projet va quand même se faire avec les assos. Il y a un premier lieu de préfiguration, une expérience de préfiguration qui est faite, qui s'appelle l'Austrasique, qui est boulevard d'Austrasie, au même endroit, qui est un petit club qui est transformé en lieu de concert. Et là, c'était génial. Petit lieu, petite jauge. Donc pas des coûts de production énormes. La ville payait la sono, la sécu, des fois même une petite enveloppe pour payer les groupes. Il y a eu pendant 2 ans une programmation de découverte, mais de très très bonne qualité, et très variée. Et pour moi, c'était il en fallait. C'est sûr, c'était pas la salle de 800 places, mais il y avait quelque chose en tout cas de très bien. Mais c'était un lieu de préfiguration. Arrive l'autre canal qui sort de terre. Et j'ai pas envie d'attaquer évidemment les personnes ici, mais j'ai envie juste de dire que c'est sûr, vous construisez ce bâtiment, il coûte une fortune. Il y a des coûts, il y a des frais d'entretien, il y a une masse salariale de malade. Il y a directeur, administrateur, chargé de ceci, chargé de cela. Donc ça fait une masse salariale énorme. Avec cet argent, vous donnez cet argent à une assoce, même si elle est professionnelle, même si elle a des salariés, mais elle fait des miracles, elle fait des choses incroyables. Et ça me fait repenser à une émission, un matin de France Culture de la semaine dernière, où étaient invités c'était une réflexion sur la culture justement, où il y avait un des intervenants qui disait qu'en fait, par rapport aux politiques culturelles, et peut-être là je commence un peu à répondre à ta question, finalement, cette idée d'imposer des choses d'en haut, ça ne marche pas, a priori. Moi je suis convaincu que ça ne marche pas. Et il donnait comme exemple tous les festivals, ces fameux festivals d'été, les vieilles charrues, les ceci, les cela. Il disait, mais ces événements, c'est parti de la population. C'est des gens qui ont monté une assoce, c'est des bénévoles. Bon, alors maintenant, ça devient peut-être aussi des gros machins et c'est peut-être pas... Voilà. Mais c'est intéressant quand même de voir on peut observer, ce serait intéressant de voir les choses qui viennent d'en haut, ce qu'elles donnent, et les choses qui viennent d'en bas, comment elles se pérennisent et comment elles se réinventent. Et donc voilà, pour moi... L'autre canal, pour moi, c'est un échec parce qu'avant, on avait une vie culturelle associative, démocratique, une variété de choses, des découvertes, et aussi plus de place pour les amateurs, aussi ceux qui... Faire une première partie quand on est un petit groupe qui n'a jamais joué, mais c'était facile. Aujourd'hui, aller faire une première partie à l'autre canal, c'est très difficile. Et c'est un lieu... où les associations sont censées pouvoir elles-mêmes organiser des concerts. Mais on dit, ok, vous voulez organiser un concert, mais c'est rentrer dans le canal, quoi. C'est-à-dire canalisez-vous. C'est-à-dire que c'est l'intérêt quand on est une bande de jeunes qu'on veut organiser un concert, c'est qu'on veut faire soi-même la sécu, c'est qu'on veut faire soi-même à manger, c'est qu'on veut accueillir les artistes, aller les chercher à la gare, c'est qu'on veut aménager les loges, c'est qu'on veut tout gérer, c'est ça, moi en tout cas j'ai appris beaucoup, je me suis construit dans ces moments-là, mais à l'autre canal c'est pas possible. Alors peut-être que ça a changé, mais voilà, j'ai souvenir de mon cher ami Julien Toussaint avec l'association Dounia Découverte, donc association Musique du Monde. Ils ont fait venir Tinari Wen, et Tinari Wen il les avait, je crois, déjà fait venir avant. C'était à la fin du concert, on fait la fête avec Tinari Wen, et puis c'est jusqu'au bout de la nuit. Et ben là, voilà, Tinari Wen est dans sa loge, et puis, je sais pas, à 22h, écoutez, voilà, on ferme. Et c'est ça faire la fête, c'est ça. Donc, bon, c'est... je veux pas paraître... je dis, ok, l'autre canal, d'accord, mais qu'on puisse avoir aussi, qu'il puisse y avoir d'autres choses. Et là, c'est pas possible. Il n'y a pas place pour d'autres choses à Nancy. En tout cas, s'il y a d'autres choses qui émergent à Nancy ou qui se passent à Nancy, bon, je ne les connais pas, mais elles sont très underground, je suppose. Et donc, pour revenir à cette question de la politique publique, puisqu'on est dedans, tel que tu en parles, c'est
le resserrement des budgets est dramatique, a été dramatique, mais c'est surtout le fléchage de ces budgets qui a été dramatique. En matière de musique, tu viens d'en parler, et en matière d'art visuel. Qu'est-ce que ça donne? Alors, je t'avoue qu'en matière d'art visuel, je suis peut-être un peu moins compétent, parce que quand j'ai eu des financements pour des projets plus plasticiens, si c'est un petit peu venu de la DRAC, mais très peu, et c'est plutôt venu ça venait plutôt d'enveloppes politiques de la ville, donc socio-culturelles, ou alors ça venait, quand il existait encore, du ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc, moi je saurais pas. Je ne saurais pas trop dire comment ce fléchage, il a... je pourrais juste dire, pour prendre l'exemple de ce prêt-là, par exemple, que... je vais donner un exemple, c'est l'année 2000. En 2000, il faut marquer le coup. Les collectivités veulent marquer le coup. On change de millénaire, donc il faut un événement, quoi. Donc la région Lorraine organise dans chaque département un événement. Je ne sais plus en Moselle, je ne sais plus si c'est en Moselle ou en Meuse, c'est les orgues. Donc on fait un truc autour des orgues. Et à Nancy, enfin en Meurthe-et-Moselle, ça a été le chant choral. Parce qu'il y avait, je ne sais pas s'il existe encore, le festival du chant choral. Et là, on rencontre un homme, un acteur culturel et j'ai envie de dire un fin politique, en la personne de Marc Léonard, à l'époque directeur de l'EMAN, l'École de musique actuelle de Nancy. C'était l'époque où ce pré-lab était quand même dans une forme de reconnaissance. On avait nos emplois jeunes, la ville nous aidait un petit peu, mais c'était un peu, il y avait de l'espoir, c'est-à-dire qu'on sentait par exemple que Laurent Hénard il venait nous voir, il avait l'air très favorable à... Juste une précision, Laurent Hénard. Laurent Hénard, ex-maire de Nancy, mais auparavant chargé adjoint à la culture. Donc il y avait comme un espoir, un souffle où on se disait, voilà, il y a une reconnaissance qui est en train de se faire. Et puis, ça monte un peu en puissance. Alors je dis entre 96 et 2000, hein, ça monte un peu en puissance. Et en 2000, là, la région balance 1 million pas 1 million d'euros, 1 million de francs, c'était encore des francs. 1 million de francs, la ville de Nancy, 500 000 francs. Donc on passe de rien, quoi, de cacahuètes à un truc absolument hallucinant. On fait venir, je vais à New York, rencontrer des artistes, je ramène, voilà, on fait venir des gens des États-Unis, d'Angleterre, d'Allemagne, de Suisse, enfin, truc de malade. Et on fait un festival au Zénith. C'était la 3e édition. On en avait fait 2 éditions auparavant avec les moyens du bord, qui étaient aussi tout aussi bien, voire même mieux. Et voilà. Et l'année d'après, plus rien. C'est-à-dire que l'année d'après, en 2000, la ville nous donne 500 000 euros. En 2001, elle nous donne 500 euros. Non, 500 000 francs, pardon. 500 000 francs, parce qu'il y a eu le passage à l'euro, mais pour 2000, c'était encore des francs. Donc 500 000 francs, 500 euros. Voilà, donc... bon, ça c'est... j'en rigole, quoi. J'en rigole aujourd'hui, mais... Et en même temps, je précise que moi, je parle d'un pari sur la société. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est dit, effectivement, j'ai parlé du punk, du do-it-yourself. J'ai pas l'esprit complètement punk au sens où à un moment donné, je me suis dit, mais on y croit. On va aller toquer aux portes. Et puis on sent quand même que voilà, les opérateurs culturels, les professionnels, les élus, tout ça, sont pas tous des gens dans leur tour d'ivoire. Il y en a qui écoutent et il y en a qui ont l'air sympas. Et effectivement, il y a eu du soutien et je suis très content d'avoir été dans cette direction. Mais alors,
je manque peut-être un peu de recul, d'éléments d'analyse pour peut-être trancher. Mais à un moment donné, je me suis dit, ah non, c'est quand même du saupoudrage, c'est pas suffisant. Là, on avance en âge. Est-ce que, tu vois, à un moment donné, en 2004, au moment où j'ai commencé ma thèse, je me suis dit, est-ce que dans 10 ans, je veux encore bosser dans un local pas chauffé, avec, enfin voilà, dans ces conditions qui sont dures, quoi. Alors, il y a plus dur, bien sûr, mais est-ce que voilà, j'ai encore envie de ces conditions de travail, de ce niveau de vie, etc. Ou de ce niveau de reconnaissance. Et donc, à un moment donné, tu te demandes si tu n'es pas aussi un peu le bon jeune qui fait beaucoup de choses qui remue ciel et terre, qui est capable de faire beaucoup de choses avec pas beaucoup de sous. Et c'est très bien comme ça. Et à côté, il y a des gens qui demandent beaucoup de sous, et c'est très bien aussi pour le prestige, ou je ne sais pas. Voilà. Mais tu parles de do-it-yourself, de punk. Est-ce que ce rapport à la subvention publique n'est pas aussi une manière de tuer une créativité? Parce qu'effectivement, l'argent permet de faire des choses, mais d'en avoir qui arrive te crée une dépendance avec l'institution. Complètement. De toute façon, là, on est... voilà, c'est quoi? C'est qui a... il y a un bouquin, c'est Subversion, Subvention et Subversion en même temps. Rochlitz, voilà, un théoricien de l'art, je crois, ou de la sociologie de l'art. Effectivement, c'est l'éternel rapport de l'artiste et du pouvoir et du financement. Donc, je pense qu'on ne peut pas, voilà. On peut pas. C'est dur de trancher parce que ça reviendrait peut-être à avoir une posture vraiment très manichéenne et dire que et voir l'artiste ou le citoyen engagé, d'une manière plus large, comme quelqu'un qui aspirerait à une forme de pureté et dire que le champ du politique, c'est forcément corrompu ou c'est forcément contre-productif ou c'est forcément intéressé. Et donc, ça, moi, je ne crois pas à la pureté. Ça, c'est... je le glisse comme ça. Pour moi, la pureté n'existe pas. Voilà. Et donc, on ne fait que négocier, renégocier. Et il faut être... C'est sûr qu'à un moment donné, peut-être qu'il ne faut pas être trop naïf. Peut-être que nous, peut-être que moi, j'ai été à un moment donné un peu naïf, ou en tout cas que j'ai essayé de pousser jusqu'au bout cette idée que on pouvait arriver à soutenir des projets artistiques de manière juste. Alors quand je dis juste, c'est en termes aussi de montant. C'est-à-dire qu'effectivement, si je pense que trop d'argent ou trop de moyens, évidemment, tue une forme de créativité. C'est bien aussi d'arriver, des fois, de ne pas avoir de moyens et puis de se dire comment on s'y prend. En fait, je crois que ça dépend un moment quelles lunettes on a ou quel appareillage on a pour considérer ces questions de la relation entre l'art et son financement, qu'il soit public ou privé. Et encore une fois, j'ai envie de dire, les initiatives citoyennes et leur financement, et peut-être remplaçons financement par reconnaissance. C'est sûr que si on garde ces lunettes, j'ai envie de dire, qui sont les lunettes peut-être 20e siècle ou même peut-être déjà 19e, on risque de pas, on risque de rester dans cette vision très tranchée, très soit tu es pur et tu travailles et tu
sans aide, et tu vas faire des choses géniales, soit tu es vendu et ton travail n'a plus de saveur. Je crois que c'est vraiment important de dépasser ça aujourd'hui, d'autant qu'aujourd'hui, peut-être je décale un peu, d'autant qu'aujourd'hui, on n'arrête pas de parler de crise de démocratie. La démocratie qui s'effondre. Enfin, je pense que si la démocratie elle est en crise, c'est justement parce que les institutions, les collectivités, les pouvoirs ont été incapables ne serait-ce que de valoriser ce qu'ils avaient sur leur territoire. Et qu'il y a, je pense, des milliers de bonnes idées qui ne sont pas reconnues, qui ne sont pas développées, des énergies qui se perdent, un gâchis monstrueux. Et que la démocratie, en tout cas la démocratie française, si elle ne va pas bien, c'est parce qu'elle n'est pas capable de reconnaître cette force vive, ces forces vives, d'un côté, et de l'autre côté, elle nous balance des acronymes et des dispositifs et des normes et des protocoles voilà. Et tout ça. Mais du coup, moi j'entends très bien ce que tu dis, mais c'est aussi le rôle de l'institution d'encadrer, de mettre un cadre et d'accompagner aussi une forme de médiation, c'est-à-dire de prendre quelque chose qui est pensé pour un public et d'apporter son soutien aussi pour que ça s'adresse à un public encore plus large. Donc, la question pour moi, je vois vraiment, parce que c'est des questions sur lesquelles tu retournes, d'un côté, il y a une forme d'agilité, de souplesse, de rapidité des associations, des acteurs du territoire, et de l'autre, il y a la rigidité de l'institution qui doit suivre des règles et des dispositifs. Donc, où est-ce qu'on peut trouver le juste milieu? C'est-à-dire, parce que de toute manière, la bataille est sur ce champ-là, et est-ce que tu as des exemples concrets de situations qui, selon toi, ont bien marché, qui peuvent du coup devenir des modèles auxquels s'inspirer. Et oui, c'est ça, parce qu'au final, pour revenir à la question du relationnel dont tu parlais, c'est ça qui compte aujourd'hui, c'est aussi pouvoir que les institutions accompagnent cette mise en place d'un art ou d'une culture relationnelle. Démocratique, oui. Alors, oui, c'est le rôle des institutions d'encadrer, d'amener peut-être aussi à élargir le public, ça n'a pas de problème. Vraiment, moi je pense qu'à Nancy, et je pense dans d'autres, les collectivités, elles sont à la fois, elles ont peur, elles flippent, qu'il y ait un truc qui marche, qu'il y ait un accident, et elles ont peur pour leur image. Monsieur Rossineau était obsédé par la propreté de sa ville, par le moindre tag, il fallait qu'il soit effacé tout de suite. Bon, je pense qu'il y a d'autres priorités. Et puis, je pense aussi qu'à Nancy, il y avait... alors, peut-être pas, et pas qu'à Nancy, mais il y a quand même une volonté de contrôle. Je dis pas, alors encore une fois, c'est pas tous les politiques sont pourris, veulent contrôler, pensent qu'à leur image. Mais il y a aussi le fait que les collectivités sont prises, les villes sont prises aussi dans des c'est le libéralisme qui se développe, l'ultralibéralisme qui fait que maintenant une ville est une entreprise qui doit exister, doit rayonner touristiquement, être attractive. Et les villes se comportent, elles font du marketing territorial. Et donc, il y a une obsession de tout contrôler. Et aussi pour pouvoir, à un moment donné, évaluer avec des grilles d'évaluation et avec des indices et des machins, des indicateurs. J'en ai rempli des papiers comme ça, donc je vois un peu, je me fais une idée de ça. Donc, je te retourne ta question en te disant que oui, le politique, il a un endroit, les collectivités, elles ont aussi des missions et ça n'a pas de problème. Et en même temps, moi, depuis le début, je dis bonjour, venez, on fait des choses ensemble. C'est quoi le cadre? Donnez-moi le cadre. Moi, je vous dis, nous, voilà.
Donc, mais c'est vrai que là, on est arrivé à un moment où c'est, je pense, hyper bloqué. Pour ces raisons d'enjeux de communication des villes, que la ville doit rayonner, qu'elle doit être une belle vitrine, et que pour être une belle vitrine, il faut vraiment rien laisser au hasard. Ça me pose problème. Après, des exemples de choses où j'ai trouvé que ça avait bien marché. Moi j'ai une expérience que j'ai trouvée géniale, c'est avec la Biennale de Lyon, la Biennale d'art contemporain de Lyon, où on est intervenu 3 années de suite sur un événement qui s'appelait l'art sur la place. Donc l'art sur la place, c'était justement, il y a la Biennale, événement international, le truc d'envergure internationale, art contemporain de haut niveau. Et à côté de ça, ils font un événement qui s'appelle l'art sur la place, où des artistes interviennent sur des quartiers de Lyon et font un travail avec les populations de ces quartiers. Et pour faire un lien aussi entre l'événement biennal et puis l'ensemble des territoires. Et j'ai jamais travaillé dans des conditions pareilles. Avec une écoute, avec un responsable DRU, développement urbain de la ville de Lyon. Je regrette de ne plus me souvenir de son nom parce que vraiment c'est un homme incroyable. L'équipe de la Biennale, avec les 2 personnes de la Biennale que je voyais à l'époque, Xavier Fellu et une dame dont j'ai plus le nom. Et puis Thierry Raspail qui était là aussi, qui passait, qui s'intéressait. Voilà, donc vraiment la sensation, et puis qui venait rendre visite sur le territoire. Donc moi j'étais sur le 9e arrondissement, à Vèze, à bosser plutôt avec des ados, dans un centre social de Vèze, et là aussi, un responsable du centre social qui me donne les clés du centre social. Bon, il est venu les 2 premières séances, mais il me donne les clés du centre social. Je ne suis pas éducateur spécialisé, je n'ai pas mon BAFA. Voilà, je suis avec une dizaine de jeunes, et puis on fabrique des choses pour cet art sur la place, pour cet événement. Et une première année, alors vraiment une belle confiance et un travail intelligent entre les cultureux et ceux qui sont plutôt dans le social ou dans les questions les questions sociales, vraiment où on sent que c'est pas l'art qui est instrumentalisé pour la paix sociale, et où on sent que c'est pas non plus attention, nos pauvres jeunes des quartiers n'ont pas accès à l'art, donc il faut leur amener l'art comme ça pour c'est quelque chose d'un peu plus subtil, je trouve. Et donc une première année géniale, et l'année suivante je rebosse avec le même groupe de jeunes, et ce groupe de jeunes hyper content de se retrouver. Pareil, j'avais les clés du centre, hyper content de se retrouver. On travaille, ils avaient 14, 15, c'était des sprès bien. Je veux dire, on se dit, bon, là, on va faire ça, qu'est-ce que vous en pensez? On le fait comment? Ils prenaient part vraiment au projet. L'équipe de la Biennale qui vient nous visiter sur le centre social, et puis à un moment donné, dit, alors, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous faites? Puis, à un moment donné, je dis, alors, qu'est-ce qu'on fait? Je regarde les jeunes, j'ai pas ouvert la bouche. Ils ont tout expliqué, avec même des mots un peu presque savants, quoi. Tous les enjeux et tout. C'était la Biennale, tout le monde était scotché, moi le premier. Donc voilà, vraiment, j'ai trouvé que ce moment de l'art sur la place, dans ce contexte très stimulant aussi, et pour ce prélab aussi, pour moi, je veux dire, participer à cette Biennale d'art contemporain, parce qu'aussi, il y avait cet enjeu à un moment donné, là on était en 2000, encore en 2000. Après, voilà, quelques années de ce prélab, j'ai dit, est-ce qu'on est juste les bons petits graffeurs qui mettent de la couleur dans les quartiers? Est-ce que alors, c'est peut-être un peu condescendant là ce que je viens de dire, mais est-ce qu'on est là pour oui,
est-ce qu'on est juste là pour mettre de la couleur et pour occuper un peu, faire un peu centre aéré, même si c'est génial les centres aérés et qu'il faudrait sans doute que les centres aérés aient davantage d'artistes dans leurs équipes et qu'un centre de loisirs pourrait peut-être être et sans doute déjà un laboratoire artistique formidable. Donc j'ai bien conscience que là j'emploie des termes et qu'en même temps ils peuvent être problématiques, mais voilà, c'était de savoir si, tiens, et si on se frottait au milieu de l'art contemporain, qu'est-ce que ça raconte? Tu disais, si on se frotte à l'art contemporain, qu'est-ce que ça donne? C'est qui on et c'est quoi l'art contemporain? On, c'est l'esprélabien et l'esprélabienne de l'époque. Donc c'est l'équipe, là pour le coup c'est l'équipe avec les emplois jeunes. Donc on est 5 permanents et permanentes dans l'équipe. C'est quoi l'art contemporain? C'est quoi l'art contemporain? Vous avez 1 heure, vous avez 25 minutes. Ou plutôt, une question plus simple. Ouais. C'est quoi l'art d'aujourd'hui qui te parle? Non, mais je vais choisir la complexité. Je ne vais pas choisir la simplicité. L'art contemporain, je vais te dire peut-être plusieurs choses, et puis il faudra faire une synthèse de tout ça, passer ça à la moulinette. Parfois, j'ai envie de dire que c'est l'art visuel savant d'aujourd'hui. C'est l'art cultivé d'aujourd'hui. Pour moi, c'est... et il y a énormément d'artistes contemporains que je trouve vraiment géniaux, que j'adore. Donc tu me disais, c'est quoi l'art d'aujourd'hui que j'aime bien? Il y a beaucoup d'artistes dans l'art contemporain que j'aime bien. Alors, c'est compliqué de parler d'art contemporain parce que l'art contemporain, c'est à la fois des superstars, qui sont en tant que superstars, qui fascinent, qui mettent des étoiles dans les yeux, un peu comme des stars du showbiz. Et puis qui scandalisent, un peu comme des stars du showbiz. Et puis c'est aussi, donc là ce serait plutôt le versant commercial de l'art contemporain, si je puis dire, ou le versant très coté en bourse, ou coté dans les... Voilà. Après il y a le versant un peu plus institutionnel, qui serait... alors, et là peut-être pour la France, parce qu'après le reste je ne connais pas trop, où ce sont des artistes peut-être moins connus, mais qui s'inscrivent en fait quand même dans une histoire, dans l'histoire de l'art, tout simplement. Donc c'est en cela que c'est pour moi un art savant, un art cultivé. Et ça ne veut pas dire que c'est un art inaccessible, mais c'est quand même des artistes qui, c'est pour la plupart, ont fait des écoles d'art. Et donc, s'appuie sur cette culture et sur ces artistes des générations précédentes et qui font, et qui pour beaucoup reprennent des questions qui ont été posées avant. Mais l'art contemporain, c'est aussi des personnes très modestes, aussi des gens qui galèrent et qui sont ni des superstars, ni des personnes subventionnées ou dans des résidences d'artistes institutionnelles. Donc c'est très complexe. Donc quand moi je me dis je voulais me frotter à l'art contemporain, c'était peut-être un peu à tout ça en même temps, puisque sur une biennale, sur un événement comme la Biennale de Lyon, tu peux avoir des stars de l'art contemporain et des artistes un peu plus indie, si je reprends la terminologie qui vient des musiques. Est-ce que je t'ai... Oui, c'était quand même une bonne réponse. On reviendra peut-être dessus. Mais la question qui se pose aussi, c'est celle, donc tu parles
d'être le bon graffeur qui met de la couleur dans la ville. Et tu as beaucoup développé ça dans ton travail de recherche, cette notion de l'artiste comme metteur en lien, ou en tout cas, c'est comme ça que tu envisages le rôle de l'artiste, du créateur dans la cité? Oui. Qu'est-ce que c'est? Alors le metteur en lien, depuis, est devenu entremêleur. Voilà. Et il peut donc se conjuguer aussi au féminin, donc ça peut donner entremêleuse. Alors, c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai eu besoin de me dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fabrique? Est-ce que je m'inscris dans le champ de l'art à proprement parler? Parce que quand je regarde ma pratique, et je vois nos financements, ça ne vient pas beaucoup de la culture, ça vient plus du socio-culturel. Et puis c'est vrai que, pour être tout à fait honnête, je ne pourrais pas vivre exclusivement de fresques ou de concerts. Donc heureusement que j'ai des ateliers et des projets et de l'action culturelle comment dire. Mais c'est vrai que de fil en aiguille, ce travail d'action culturelle qui pouvait peut-être dans un premier temps me paraître alimentaire, ça a commencé à devenir quelque chose de très riche et d'épanouissant. Et il y avait un peu une sorte des fois de confusion entre ce qui se faisait avec un groupe de jeunes ou un groupe de détenus ou un groupe d'adultes en formation et ce que moi ou ce que l'équipe de Sprélabien pouvait amener. C'est-à-dire que dans ces ateliers, dans ces moments de création collective, des fois on se dit mais qui c'est qui a eu cette idée? Et puis il y avait une sorte de mélange d'amateurs et de professionnels et ce truc de ne pas savoir qui fait quoi ou d'être vraiment dans un collectif et de plus avoir absolument pas de hiérarchie, eh bien, ça m'a fait me dire que, en fait, peut-être que le mot artiste me posait problème. En tout cas, oui, voilà, je dis que j'ai un problème avec ce mot d'artiste. C'est dommage, parce que pour moi, comme le mot politique, c'est un mot magnifique. Mais comme le mot politique, je trouve que le mot artiste est tellement pris dans des imaginaires contradictoires et des stéréotypes. Voilà, d'ailleurs, je ne sais pas si ça s'est fait finalement de faire un sondage vraiment poussé, d'aller voir les gens dans la rue et dire pour vous c'est quoi un artiste? Citez-moi 5 artistes ou 3 artistes pour savoir dans l'imaginaire des personnes qu'est-ce que ça représente l'artiste. Eh ben, j'ai l'impression que ça va être soit la star qui met des étoiles dans les yeux, donc quelqu'un d'inaccessible, quelqu'un d'un autre monde. Donc coupure entre le commun des mortels et l'artiste sur son podium. Ou alors ça va être un parasite qui vit au RSA, quelqu'un mais c'est là que va notre argent, c'est pour ces feignants qui ne se lèvent pas et qui en fichent pas une. Ou bien ça va être le savant. Alors si c'est pas un parasite, si l'artiste n'est pas au RSA, il ou elle a été reconnu, elle gagne assez bien sa vie, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous met 3 bouts de papier, elle nous peint des pointillés au mur. C'est ça de l'art, c'est faire n'importe quoi. Donc ce truc, le fumiste, le parasite, la superstar, voilà. J'ai l'impression que ces représentations de l'artiste sont tellement présentes, omniprésentes, qu'elles ne permettent pas de dire tranquillement « Bonjour, je suis artiste ». Moi, je peux quasiment pas dire ça. J'ai beaucoup de mal à dire « Bonjour, tu fais quoi dans la vie ?» Je suis artiste. Parce que tout de suite, c'est « Oh, t'es artiste, wow, génial !» ou « T'es artiste, et à part ça, tu fais quoi ?» Tu vois ce truc, et comment tu fais pour vivre ?
Donc, à un moment donné, je me suis dit, mais de toute façon, si j'observe, si j'étudie ma pratique, mon parcours, je vois que je suis déjà, je fais de la musique, de l'art visuel, je fais des animations, de l'enseignement, des projets artistiques à proprement parler. Je suis entre j'ai une formation universitaire et beaux-arts, école d'art, mais en même temps j'ai traînaillé dans la rue et j'ai fait des choses clandestines. Où suis-je, quoi? C'est un peu le grand écart, voilà. Et c'est vrai que l'expérience de la thèse, la recherche, ça m'a vraiment fait un bien de fou. Et ça m'a fait comprendre que peut-être que mon travail, c'était de relier tous ces... d'être un peu, oui, quelqu'un qui traverse toutes ces cloisons, sans prétention, mais qui passe voilà, d'un monde à l'autre, d'une sensibilité à une autre, d'une problématique à une autre. Une problématique qui peut être strictement artistique à une problématique qui peut être beaucoup plus sociale, psychologique, même très lourde. Voilà, et aussi donc plus récemment, là, depuis un peu plus de 10 ans, de lier pratique et théorie. Et quand je dis théorie, c'est vraiment pas au sens de masturbation intellectuelle, c'est vraiment au sens où j'ai compris que, en tout cas pour moi, il était important, en même temps que je fabriquais peut-être des formes, ou que je co-fabriquais des formes avec d'autres, il fallait faire un travail de dire qu'est-ce qui se passe là, et de dire que ce qui se passe là est important, et pour que ce soit défendu. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée que voilà, je suis dans cette approche de l'art où d'ailleurs, des fois, je serais peut-être plus dans la question de la pratique artistique. Pour moi, la pratique artistique, c'est... et donc, on a parlé démocratie, j'ai envie de parler de droits humains, et j'ai envie de dire que les êtres humains, ce sont des êtres sensibles. On a des yeux, on a des oreilles, on a nos 5 sens, et on a sans doute un 6e sens, et peut-être plus. Et qu'est-ce qu'on fait dans notre vie, et qu'est-ce qui est prévu dans la société pour faire vivre cet aspect de l'humain? Et donc, s'il n'y a pas de l'art à tous les étages, à tous les moments, en tout cas au quotidien, s'il n'y a pas quelque chose qui ressemble à de l'art, je pense qu'on ne va pas dans le sens de l'humain, ou dans le sens de moi, comment je vois l'humain. Et donc j'ai envie de dire que peut-être, même si des fois j'aime bien peut-être faire une belle image, ou j'aime bien peut-être faire une belle chanson, le plus important pour moi, c'est peut-être d'être à cet endroit, de me battre ou de défendre cette diffusion de l'art. C'est Pascal Nicolas Lestrade qui parle de créativité diffuse. J'aime beaucoup cette expression, cette idée de quelque chose qui se répand et où on ne sait pas non plus forcément qui est à l'origine, de savoir qui est l'auteur ou l'autrice, de savoir c'est un tel, c'est lui qui a fait le premier, une tache de peinture comme ça, c'est elle qui a la première qui est restée en équilibre sur sa jambe comme ça pendant... moi je ne trouve pas ça si intéressant que ça. Bon, pourquoi pas, mais... et donc, entremêleur, c'est ça, c'est passer de la pratique à la réflexion, d'une pratique à une autre, c'est faire circuler un désir de forme, de l'image au son, la donner à quelqu'un, tiens, je te donne cette image et puis tu me la renvoies dans 2 semaines, tu me rajoutes quelque chose et puis on la redonne à quelqu'un d'autre. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que c'est beaucoup avec le son, beaucoup avec l'enregistrement, la pratique sonore et musicale. Voilà. Mais qui dit musique dit partage dans des salles de concert, dit partage via Internet. En revanche, quand on lit dans de l'art visuel,
on va dire, les deux pôles, bon, il y a aussi maintenant Internet et Instagram, mais les deux pôles principaux restent le musée, c'est-à-dire la galerie, et après il y a la rue. Ouais. Donc l'entremêleur, il agit où? L'entremêleur n'a pas beaucoup mis les pieds dans le musée ou dans la galerie autrement que comme visiteur, pour l'instant. En tout cas, l'entremêleur qui vous parle ici. Mais idéalement, c'est-à-dire, oui, quel est le lieu dont il a besoin, le lieu qui se prête mieux à son exercice, à son activité? J'aime beaucoup ta question, parce que ça va me donner envie de vous faire un projet. Bon, actuellement, je suis artiste associé à la Souris Verte à Épinal, donc il y a une SMAC, qui est une super SMAC, où tout simplement, il se trouve que j'ai eu la chance, à un moment donné, les planètes étaient alignées et le directeur Emmanuel Paysan était à l'écoute et ça a matché, comme on dit. Mais depuis que je suis sur cette résidence, j'ai eu des idées. Alors on n'a pas pu toutes les mettre en place, mais c'est vrai que j'aimerais bien intervenir en tant qu'entremêleur, donc mêlant plastique, art plastique et sonore, dans un kebab, dans un bar, dans des lieux où il y a des files d'attente. J'aimerais bien faire un projet où je partirais d'un tram, dans un tram, je prendrais depuis le début de la ligne jusqu'à l'autre bout, et puis qu'est-ce que je vais fabriquer d'artistique avec les gens que je vais croiser en allant du point A au point Z. Et c'est vrai que j'aimerais bien par exemple me trouver dans un lieu de convivialité. Alors ça peut être un bar, un restaurant, ça peut être et puis installer un espace avec de quoi enregistrer, de quoi filmer, proposer un dispositif qui donne envie de laisser une trace, et puis repartir pendant une semaine. Bidouiller ça, revenir la semaine suivante, retrouver les mêmes personnes, on se donne rendez-vous, alors une semaine, peut-être deux, je ne sais pas, faire écouter, faire voir, et puis alors, ah ouais, super, ah non, c'est pourri, ou ah tiens, j'aurais fait ça, ou tiens, ça me donne telle idée, et puis c'est reparti, des choses comme ça. J'ai bossé avec des gamins, des enfants d'une classe de CM2 au du Lièvre, et puis on a fait une émission de radio ensemble, et je me suis dit que je ne sais pas si je devrais le dire parce que là ça va être comme une sorte d'injonction. Je me suis dit mais ces enfants-là, j'aimerais bien les revoir dans 10 ans et refaire une émission avec eux, avec elles, avec celles qui veulent, et puis qu'on réécoute et puis qu'on se dise qu'est-ce qu'on a fait et puis qu'est-ce qu'on en pense. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, l'entremêleur, il y a une chose très importante. Dans ma recherche, j'ai beaucoup convoqué la figure du DJ. Parce que le DJ, c'est quelqu'un qui a une collection de musique et qui finalement... je trouve que la notion de collection, qu'on est dans un musée, ça devrait bien résonner. C'est-à-dire que parce que je sais aussi que de plus en plus les expositions c'est comme ça, c'est aussi souvent des expositions thématiques, on va retrouver des mêmes œuvres mais accrochées autrement et ça va raconter autre chose ou ça va dévoiler autre chose d'une question. Et le DJ, pour moi, c'est un petit peu, il y a quelque chose d'assez proche, c'est-à-dire qu'il a sa collection de disques, il connaît ses disques, la plupart par cœur. Il sait qu'à tel moment, sur tel morceau, il y a un break, il y a un truc, il y a un son particulier. Et puis il rachète des disques, et puis il écoute un disque, et puis tiens, tout de suite il connecte ce disque, ce passage avec un autre, et en fait son œuvre, si je puis dire, finalement c'est l'œuvre ouverte par excellence, et c'est je redéploie ma collection de set en set, de set de DJ en set de DJ. J'en prends quelques-uns, alors bien sûr là je le fais à l'ancienne avec les DJ bags, mais j'en prends quelques-uns, je les mets, et puis je redéploie ça, pour ainsi dire, à l'infini. Et moi ce que j'adore, c'est cette idée d'une œuvre qui serait jamais finie. Cette idée d'éternel remix, d'éternel
Qui dit éternel remix dit, si je file la métaphore du DJ, ce soir c'est un groupe de personnes qui va danser, un autre soir ce sera d'autres, et puis c'est vraiment quelque chose qui se partage, Alors peut-être que le DJ là-dedans, il a un peu quand même un rôle de chef d'orchestre, donc il a peut-être malgré tout, parce que évidemment derrière ça, moi je veux échapper à bien sûr, j'en suis loin d'ailleurs, il n'y a pas de problème, j'ai totalement échappé à la starification, mais donc c'est sûr que forcément dans cette espèce d'idée, dans cette espèce d'idéal de création collective, partagée, il y a par moments des personnes qui peut-être entraînent, ressortent un peu, mais j'ai l'impression, en tout cas, voilà, j'aime avoir ce rêve, avoir cette idée en tête de forme très ouverte, quoi. Vraiment le brouillon général, quoi. Tu es très mal barré parce que dès qu'on finit cette interview, il faut qu'on parle de boulot. Mais peut-être pour conclure, et ça va être difficile de rassembler toutes ces questions parce que j'en aurai encore plein sur la pureté notamment et sur ce que serait un esprit de la rue. Mais peut-être essayer de finir par là. On a déjà un peu commencé à en parler, l'art contemporain, l'art urbain. Qu'est-ce que l'urbain pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est mes racines, c'est vraiment c'est ma caisse de résonance. Mais tout en étant ma caisse de résonance, si tu veux, pour moi l'urbain, c'est à la fois, ce sont des territoires qui sont à la fois conçus par des urbanistes, il y a des architectes, il y a des gens qui font des plans, qui doivent très fortement en avant prévoir des choses pour que ça tienne debout, pour que ce soit fonctionnel. Alors bien sûr aussi que ce soit agréable, quoique des fois on peut se poser la question si ça a été bien intégré. Et puis ensuite il y a les gens les usagers comme on les appelle, et ceux-là inventent des manières de vivre. Et donc l'urbain c'est à la fois pour moi quelque chose de construit, de conçu, et à la fois quelque chose qui se retourne, parce qu'au travers des usages. Et en même temps, l'urbain, ça s'inscrit dans une histoire. On a parlé d'archéologie. L'urbain est vivant et n'est pas. Il a une forme. En se développant, il échappe au contrôle même des collectivités. On peut pas. Donc, ce qui a été conçu, avec une fonction précise, échappe à un moment donné. Et puis, il y a des parties de territoire qui tombent en déshérence et puis qui sont abandonnées. Et puis l'urbain, c'est aussi des zones praticables et des zones privées ou des zones inaccessibles. Une voie ferrée, les toits de la ville, un chantier. Moi, j'ai appelé ça les univers périphériques. Et je crois que j'ai même un autre mot, mais bon, ça va me revenir. Il y a dans l'urbain, voilà, c'est à la fois les zones praticables et les zones non praticables, réservées aux professionnels de la maintenance des ascenseurs ou de la SNCF, etc. Et donc, il y a la ville, il y a l'urbain et l'envers de l'urbain. Et l'urbain caché, l'urbain inaccessible, bon, je me répète un peu. Et donc ça, ces deux pôles-là, si tu veux, je pense que ça donne toute sa force à cet urbain, qui fait que malgré tout, si je compare peut-être à ce que pourrait être une vie à la campagne, où on n'a pas de limite, où on se fait des cabanes dans les forêts, etc., bah, l'urbain a quand même un peu de ça. L'urbain est aussi un terrain d'aventure, qui est peut-être c'est un terrain d'aventure, peut-être plus un terrain aussi de transgression. Alors l'urbain aussi, c'est le lieu du pouvoir, et donc d'où peut-être cette transgression qui va être parfois plus forte, parce qu'au travers de l'urbain, au travers des usages de l'urbain, des réglementations et des choix urbains, par exemple une ville qui serait
voilà, dont tous les noms de rues sont que des mecs, on a compris que c'était c'était aussi, l'urbain représente aussi le patriarcat à sa manière. Donc il y a des choses, des rapports de force, de pouvoir qui passent au travers de l'urbain. Et forcément, quand on habite la ville et qu'on est, en fonction de sa sensibilité, on suit le parcours de façon plus ou moins docile, et l'urbain offre toujours des petites échappées, et quand on va de côté de ces échappées, ça peut être assez merveilleux. C'est-à-dire que l'urbain contient à la fois son plan, ses directives, et en même temps ses possibilités de transformation. Et ça, je trouve ça chouette. Même si pour moi l'urbain c'est pas que du béton et que l'urbain c'est aussi des terrains vagues, et c'est aussi quelque part la place, il y a aussi du vivant et du naturel dans l'urbain, et c'est aussi je vais citer Gilles Clément et son tiers paysage par exemple. Dans l'urbain, dans certaines friches urbaines, on a une biodiversité. Donc l'urbain c'est pas forcément l'opposé de la nature. Donc c'est complexe l'urbain. Merci beaucoup pour ton intervention et pour toutes ces réflexions. À suivre donc. Merci pour votre invitation et pour ces questions. Merci encore.